Fermez les yeux et imaginez-vous au XVIe siècle, sur les rives de l'océan Atlantique. La brise marine effleure votre peau. Le bruit des vagues qui s'écrasent contre les falaises résonne dans vos oreilles et l'air salé emplit vos poumons. Vous êtes à Azmour, une petite ville située sur la côte ouest du Maroc, où la vie tourne autour de la mer et du commerce. Ici, entre le cri des marchands et le va-et-vient des pêcheurs, commence l'histoire d'un homme dont le destin allait s'écrire bien au-delà des rivages qu'il connaissait. Aujourd'hui, l'Albatros vous emmène dans un voyage à travers le temps pour découvrir l'histoire fascinante de Mustapha Zemmouri, alias Estevanico, l'un des tout premiers Marocains et Africains à avoir exploré ce qui deviendra les États-Unis. Au-delà de son rôle d'explorateur, nous verrons qu'il était aussi guide, traducteur, mais également guérisseur. Mustapha Zemmouri, un nom effacé par le temps, dont l'histoire mérite d'être révélée. Son parcours, un héritage vivant que nous allons aujourd'hui explorer. Bienvenue dans ce deuxième épisode de l'Albatros. Nous sommes au XVIe siècle. À cette époque, les Portugais s'emparèrent de plusieurs villes de la côte du Maghreb atlantique. Azmour, signifiant l'olivier en langue amazigh, par ses ressources halieutiques ainsi que par sa localisation stratégique, était au cœur des convoitises coloniales. Cette cité pittoresque, dépeinte par l'auteur El-Khatib comme étant la fiancée de l'automne et du printemps, voit sa quiétude vaciller en 1513, tandis que les Portugais jetèrent leur dévolu sur la ville. Durant cette période, les colons s'approprièrent les demeures des habitants d'origine, les transformant en vergers et pâturages pour leurs bêtes. Azmour, autrefois calme et sans histoire, se transforme alors en un lieu de conflit et de domination, bouleversant la vie de ses habitants. Et c'est d'ailleurs dans ce contexte troublé que se dessine le destin de Mustapha Zemmouri. En 1522, alors qu'il n'est encore qu'un adolescent, il est capturé par les Portugais, puis emmené à Séville en Espagne, avant d'être revendu comme esclave à un noble espagnol, Andrés Dorantes. Ce dernier rebaptisera Mustapha au nom d'Esteban, d'où découlera son surnom Estevanico, signifiant le petit Esteban. Comme de nombreux autres notables de son pays, Andrés Dorantes envisage de faire partie des expéditions vers le Nouveau Monde, attiré par les richesses légendaires dont recèle le continent américain. Le projet de Dorantes se concrétisera en 1527, lorsqu'il est missionné par le roi d'Espagne pour prendre part à une expédition majeure vers la Floride. Une expédition qui sera dirigée par un navigateur vétéran, Pamphilo de Narvaez, qui prend la tête d'une flotte de 600 marins, dont Estevanico, qui se retrouve malgré lui embarqué dans cette expédition. Arraché à sa terre natale, le jeune esclave est alors loin de se douter qu'un périple semé d'embûches l'attend. Une aventure qui l'entraînera au cœur d'un monde inconnu, façonnant son destin de manière inattendue. Estevanico a peur. Il voit autour de lui ses compagnons de voyage périr, un par un, sous le poids de la famine et de la soif. Les jours passent et la situation ne fait qu'empirer. Chaque matin, en se réveillant, il découvre que le groupe a encore perdu quelques membres, emportés par la mer ou affaiblis par la maladie. Au fil des jours, l'océan devient un cimetière silencieux. Les hommes qui survivent doivent faire face à la réalité que l'aventure qu'ils espéraient pourrait se transformer en une tragédie. Estevanico et son équipe font face à une multitude de défis en mer. Les ouragans se déchaînent, soulevant des vagues colossales qui frappent leurs embarcations fragiles, menaçant de les engloutir à chaque instant. Les vents hurlants et les pluies battantes
rendent la navigation presque impossible, forçant l'équipage à se battre contre les éléments qui semblent conspirer pour les détruire. À cela s'ajoutent des épidémies qui se répandent rapidement parmi les membres du groupe déjà affaiblis. La malnutrition et la déshydratation font des ravages et des symptômes de fièvre apparaissent. Le temps devient une notion floue, où les jours se confondent. Mais Estevanico ne peut abandonner l'idée que la terre ferme pourrait être au bout de cette tempête. Et il aura bien raison de s'accrocher à ses espoirs, car un beau jour de janvier 1525, lui et son équipage aperçoivent enfin la côte se dessiner à l'horizon. Ils jettent alors l'ancre dans la baie d'Old Tampa, en Floride. Malheureusement, sur les 600 marins qui avaient entrepris cette aventure, 200 ont péri au cours de la traversée. On ne comptabilise désormais plus que 400 survivants, dont Estevanico. La joie est de courte durée. Entre attaques de tribus indiennes, chaleur accablante et pénurie de provisions ayant coûté la vie à une dizaine de membres supplémentaires de l'équipage, le commandant Narvaez décide de changer de plan. Il faut à tout prix quitter cette terre hostile. Il décide alors de quitter la baie de Floride en bateau pour rejoindre les colonies espagnoles situées sur la côte mexicaine. Cependant, encore une fois, la malchance s'abat sur les marins. Leurs petites embarcations sont secouées par les tempêtes de la mer des Caraïbes. Le bilan est cette fois-ci sans précédent. Une centaine de personnes périssent, y compris le commandant Narvaez. Les survivants se comptent désormais sur les doigts d'une main, parmi lesquels Estevanico, son maître Andrés Dorantes, ainsi que 2 autres explorateurs espagnols, Cabeza de Vaca et Alonso de Castillo. Ils ne sont désormais plus que 4. En novembre, après plusieurs jours d'errance, Estevanico et ses quelques compagnons échouèrent sur l'actuelle île de Galveston, au sud du Texas. Ils sont alors immédiatement capturés par des tribus locales qui les retiennent en esclavage. Alors bien qu'il existe très peu d'informations sur le sujet, il est fort probable, et cette hypothèse n'engage que moi, qu'ils aient été pris en otage par les Karankawa, qui occupaient la région à l'époque de leur arrivée sur l'île de Galveston. Les Karankawa étaient un groupe d'Amérindiens, nomades, qui migraient entre les zones côtières et les terres intérieures, se nourrissant de poissons, de gibier et de plantes. Ils étaient d'ailleurs réputés pour leur taille. On raconte qu'ils mesuraient entre 1,80 m et 2,10 m. Cannibales, grands chasseurs, pêcheurs, guerriers et experts du tir à l'arc, les Karankawa étaient de puissants ennemis pour n'importe quel étranger croisant leur chemin. Et ça, Estevanico et ses compagnons allaient bientôt en faire l'amère expérience. Mais dans un retournement à la fois cruel, mais quelque part aussi ironique du destin, la hiérarchie sociale qui avait autrefois dicté la vie de nos 4 compagnons s'effondrait. Andrés Dorantes, le noble espagnol, ainsi que les 2 autres illustres explorateurs espagnols Cabeza de Vaca et Del Castillo, se retrouvaient désormais tous au même statut qu'Estevanico. Ils étaient tous les 4 esclaves des Karankawa. Leur captivité dura 6 années. 6 années de mystère, dont nous savons très peu de choses. Les Karankawa avaient pourtant toutes les raisons du monde pour exterminer ces 4 étrangers, ces derniers qui avaient osé pénétrer leur terre sacrée, qui étaient sans doute porteurs de maladies, et dont les intentions pouvaient s'avérer malveillantes. En tant que cannibales et guerriers redoutables, ils auraient pu facilement réduire Estevanico et ses compagnons en morceaux. Mais contre toute attente, ils décidèrent de les épargner. Que pouvaient donc bien offrir ces hommes aux Karankawa pour susciter une telle clémence ? Des compétences peut-être, mais au-delà de cela, n'y avait-il pas un savoir caché, une sagesse ancienne qui pouvait les intriguer et les inciter à conserver ces captifs ? Le mystère reste entier, ou presque,
car Cabeza de Vaca nous raconte dans son journal qu'Estevanico devint rapidement l'ami des Indiens. Ces derniers l'appelaient même le fils du soleil et venaient de tout horizon le consulter, car il était perçu comme un guérisseur. En effet, sa vie antérieure au Maroc lui avait sûrement permis d'acquérir des connaissances en médecine traditionnelle. N'oublions pas non plus qu'Estevanico, déjà esclave, avait dû s'initier au portugais, puis à l'espagnol, ce qui lui conférait d'impressionnantes compétences linguistiques. Arraché à sa terre natale, capturé par des Portugais et revendu à des Espagnols, il avait en effet développé une capacité d'adaptation remarquable, ce qui a sans doute facilité son intégration auprès des autochtones et sa compréhension de leur culture. Pendant ces 6 années de captivité, le jeune Esteban a observé et a appris, finissant même par maîtriser les 7 autres variantes de la langue locale. Mais malgré leur nouveau statut de protégé, Estevanico et les 3 autres rescapés avaient un rêve, celui de rejoindre l'un des camps espagnols au Mexique. Ils s'évadèrent donc en septembre 1534, entamant une audacieuse traversée à travers le continent nord-américain. Leur périple les mena de la Floride jusqu'à la Californie, sillonnant l'est à l'ouest de l'Amérique. Ils découvrirent ainsi de nouveaux territoires, aujourd'hui connus sous les noms de Louisiane, Texas, Arizona et Nouveau-Mexique, chacun offrant ses propres merveilles et défis. Finalement, Estevanico et son équipage arrivèrent à Mexico le 25 juillet 1536, en pleine Nouvelle-Espagne. Cependant, son maître Dorantes, fatigué par la maladie, décida de retourner en Espagne. À ce moment, Estevanico fit un choix audacieux. Il préféra rester auprès des Indiens, se sentant libre dans ces vastes paysages qui évoquaient son enfance. Dorantes respecta le choix d'Estevanico et le céda à Antonio de Mendoza, le vice-roi de la Nouvelle-Espagne, qui reconnaissa la valeur de cet homme exceptionnel. Mendoza, conscient du potentiel et du courage d'Esteban, lui confia une mission, celle d'explorer la légendaire Cibola, un royaume abritant les légendaires cités d'or tant convoitées. Estevanico s'y rendit en éclaireur, revêtu de ses habits de chaman qui impressionnaient tant les Indiens, avec ses plumes de chouette, ses allumettes et sa gourde parée de bijoux. À partir de ce moment, l'histoire d'Estevanico se drape de mystère. Mais une chose est certaine, c'est qu'il ne reviendra jamais de cette expédition. Estevanico a disparu dans les vastes étendues des Amériques. Aujourd'hui, Estevanico a également disparu de la mémoire collective du Maroc, pays qu'il a vu naître. En effet, il est méconnu du grand public. Mais paradoxalement, son histoire demeure vivante aux États-Unis, à Tucson, au Texas, à la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Un parc Esteban a été créé pour retracer l'extraordinaire aventure de cet homme, reconnu comme étant le premier noir en Amérique du Nord. L'Amérique pluriethnique, celle des Noirs, des Hispaniques et d'autres minorités, s'est approprié le récit de cet explorateur, transformant son héritage en une fierté collective. Estevanico, qui a payé de son sang pour retrouver sa liberté, incarne à merveille un symbole d'unité entre les nations et les peuples. Avoir connu 3 continents, l'Afrique, l'Europe et l'Amérique, et vécu selon 3 croyances différentes, l'islam, le christianisme et le paganisme, lui a permis de dialoguer avec des cultures diverses. Qui mieux qu'Estevanico, un simple esclave devenu conquistador et leader, pourrait incarner ce lien entre civilisation, culture et religion? De celui qui a toujours vécu dans l'ombre, il est devenu un meneur d'hommes, un véritable fils du soleil. En repensant à son parcours, nous ne pouvons nous empêcher de poser des questions. Pourquoi une telle figure emblématique est-elle oubliée au Maroc alors qu'elle est célébrée ailleurs? Que dit cela de notre rapport à l'histoire et à la mémoire collective? Estevanico, indirectement,
nous invite à réfléchir sur l'importance de préserver notre héritage commun, à reconnaître et à honorer ceux qui ont contribué à façonner nos sociétés. Rendre hommage à Estevanico, c'est plus qu'honorer un homme, c'est affirmer notre engagement à construire un avenir qui valorise toutes les voix et toutes les histoires. Sa mémoire nous pousse à continuer ce dialogue entre cultures et à célébrer notre humanité partagée, car derrière chaque nom oublié se cache un récit qui mérite d'être raconté. C'était l'Albatros. Je vous remercie et vous dis à la prochaine.